David Reynarc, bonjour. Bonjour Lise. Alors, David, je vais faire évidemment un mauvais jeu de mots. En cette rentrée, on ne pouvait évoquer que les cahiers pédagogiques, bien sûr. Ben, Hein voilà. donc oui, c'est la rentrée aussi des revues et des cahiers pédagogiques dont je voulais parler effectivement. Alors, sur la couverture, en fait, on peut lire «Changer la société». On va montrer, voilà, parce qu'on est aussi filmé. Voilà. Changer la société pour changer l'école. Changer l'école pour changer la société. Est-ce que c'est une revue politiquement engagée, David? La revue mensuelle Cahiers pédagogiques, c'est l'émanation du CRAP, c'est-à-dire le Cercle de recherche et d'action pédagogique, une association française de recherche en pédagogie. Et le CRAP se veut engagé parce qu'il ne croit pas à une pédagogie pure. C'est pour ça qu'on peut lire Changer la société pour changer l'école et Changer l'école pour changer la société sur chaque publication. Mais il sauvegarde, si vous voulez, son autonomie vis-à-vis de tout syndicat, de tout parti, de tout ministère. Et c'est en toute indépendance donc que le CRAP, le Cercle de recherche et d'action pédagogique, et les cahiers pédagogiques prennent position sur les réformes qui sont mises en œuvre et réclament celles qui leur semblent tout à fait indispensables. Les membres de l'équipe de rédaction des cahiers pédagogiques et du conseil d'administration du CRAP sont des praticiens qui exercent dans tous les secteurs de l'école. Alors, sur quel dossier porte le dernier numéro des cahiers pédagogiques? Alors, après tous les confinements qu'on a connus, l'intérêt pour les pratiques d'éducation en plein air est grandissant. Mais oui. Donc, inscrites dans l'histoire de la pédagogie, ces pratiques sont non seulement mises en œuvre à l'école de façon régulière ou lors de sorties de terrain ponctuelles, mais aussi dans le périscolaire. Et donc, il s'agit dans ce dossier-là d'interroger, dans le dernier numéro de la revue Les Cahiers pédagogiques, d'interroger ce qui s'apprend de spécifique dehors. Alors, vous vouliez aussi nous parler d'une contributrice de la revue, Keren Desmery, chercheuse à l'École pratique des hautes études. Elle s'intéresse en particulier à la question de l'enseignement moral et physique. Et civique. Et civique, pardon. À l'intérieur de l'enseignement moral et civique, on va voir, il y a la lutte contre l'antisémitisme à l'école. Oui. Alors en effet, cette chercheuse écrit dans cette revue, dans les cahiers pédagogiques, c'est une contributrice. Elle écrit notamment beaucoup autour de l'enseignement moral et civique. C'est un sujet assez ardu, mais en même temps très d'actualité. Elle est d'ailleurs l'auteur d'un livre paru aux éditions Liber Mirabilis pour une éducation à la liberté responsable, les perspectives d'un enseignement moral et civique. C'est une thèse remaniée à l'attention du grand public. Et le 17 octobre 2020, Samuel Paty a été assassiné sur le chemin du retour, tout près du collège où il exerçait, pour avoir utilisé les caricatures de Charlie Hebdo comme support pédagogique. Et cet enseignant est mort alors qu'il dispensait un cours qui avait justement pour objectif d'enseigner le respect d'autrui et de promouvoir la laïcité, développer le jugement moral de tout un chacun. Et c'était justement cet enseignement moral et civique dont Keren Desmery parle dans son livre et dans la revue Les Cahiers pédagogiques. Alors, à quand, en fait, remonte cet enseignement ? L'enseignement moral et civique, Lise, dans la forme que l'on connaît aujourd'hui, ça a été mis en place entre 2012 et 2015. Certains, parfois, ont l'impression qu'il est né, cet enseignement, lors des attentats de Charlie Hebdo, mais en réalité, sa gestation remonte à septembre 2012. Donc, à l'époque, il y avait plusieurs pédagogies actives et innovantes qui permettaient de développer le jugement moral et l'esprit civique des élèves. Et c'est ce type de pédagogie donc, qui a été utilisé par Samuel Paty. Et Keren Desmery, notamment dans les cahiers pédagogiques et dans son livre, nous explique qu'en 2018, il y a eu des ajustements et toutes ces pédagogies de mise en pratique ont été enlevées, y compris ces pédagogies innovantes. Et cela, nous dit-elle, avant même que l'on ait pu en analyser les bienfaits et les limites au sein du système éducatif de ces pédagogies. Alors, qu'y avait-il avant l'enseignement moral et civique ? Alors, il y avait l'instruction civique et morale en primaire, l'éducation civique au collège et l'éducation civique et juridique et sociale au lycée. Mais tout ça a laissé place à un seul et unique enseignement moral et civique pour le premier et le second degré, toutes filières confondues, y compris professionnelles.
Alors, afin de contrer tous les stéréotypes, notamment antisémites, cet enseignement moral et civique permet à l'élève d'apprendre à exercer son esprit critique, ce qui est très important, bien sûr. Alors oui, c'est très important, mais en théorie, sauf que Keren Demery déplore que les nouveaux programmes s'inscrivent dans une dimension stricte, rigide, cadrée. Elle parle même de formatage. La République française, les valeurs de la République, l'Union européenne, le drapeau, les symboles. Alors c'est très bien, tous ces termes sont évoqués entre 2 et 4 fois plus au sein des programmes de 2018. Dans la même lignée, on va demander aux enfants de connaître par cœur des couplets de la Marseillaise et de chanter dès le cycle 3, avant même si vous voulez, de comprendre les termes. Bah, Donc, comme autrefois, en ouais, fait. ouais, oui, c'est ça. Mais selon elle, justement, il faudrait éviter les cours ascendants où un professeur fait un cours magistral, surtout sur ces sujets, et plutôt favoriser la discussion, les débats, les exercices concrets. Bref, elle dit que dans ses articles, dans ses textes et dans son livre, qu'il faudrait revenir à ces pédagogies de 2015 qui permettent d'expérimenter des situations et d'exercer l'esprit critique avec des pédagogies où les élèves s'impliquent et apprennent à raisonner. Alors, il semblerait que la notion de morale, en fait, ait tout simplement disparu. En effet, dans les programmes d'ajustement, il n'est plus question d'une culture morale et civique, mais d'une culture civique tout court. La notion de morale a bel et bien disparu. On privilégie ce qu'ils appellent l'éthique. La dimension morale se réduit au respect. Pourtant, pour cette chercheuse qui dispense des cours auprès des mineurs et des majeurs en prison, le respect se gagne et les anciennes pédagogies des programmes de 2015 contribuaient non pas uniquement à former des citoyens, mais de bons citoyens. Et les programmes actuels, je vous l'ai dit, eux, tendraient plus, selon elle, à les formater. Alors, quelle place dans cet enseignement pour la notion d'antisémitisme? Alors, la notion d'antisémitisme, elle est apparue dans cet enseignement juste après la prise d'otage du magasin Hyper Cacher de la Porte de Vincennes, perpétrée le 9 janvier 2015. Et donc, il s'inscrit dans les luttes contre les racismes, et ce, dès le cycle 2, CP, CE1 et CM2. Alors, quelle place aussi pour la défense de la laïcité? Alors, la notion de la laïcité est évidemment un point central, Lise. Pour Keren Demery, il ne faudrait pas ramener toujours d'ailleurs la laïcité à la religion, parce que c'est une notion transversale. La laïcité, ce n'est pas être neutre, c'est pouvoir partager un avis différent des autres en respectant la liberté de conscience de chacun. Seulement, les professeurs avaient toutes les raisons de dire qu'ils n'étaient pas formés comme il se doit. Dès 2015, des formations ont eu lieu. 300 000 enseignants devaient alors être formés, mais elles ont été arrêtées en 2018, alors que seules 180 000 personnes avaient été formées. Mais après l'assassinat de Samuel Paty, les formations ont repris. Donc on voit bien, si vous voulez, à quel point le contenu et les modalités de l'enseignement moral et civique sont conditionnés par des enjeux politiques, les différentes réformes éducatives et l'actualité. Alors, je remontre, voilà, les cahiers pédagogiques, une revue, merci de nous la faire découvrir, très importante, avec un contenu substantiel. Vous souhaitiez, David Reinhardt, ajouter un mot à propos d'une revue qui apparaît dans le paysage francophone israélien. De Oui, quoi s'agit-il? merci Lise de me permettre ça. Oui, dans le paysage francophone israélien, il y avait jusqu'à présent le Jérusalem Post, qui, Oui. dans sa version française, a hélas disparu. Disparu, oui. Il y a Israël Magazine, diffusé dans toutes les librairies Stemansky en Israël, dont j'ai le plaisir ou l'honneur d'être le rédacteur en chef adjoint. Oui. Et maintenant, il y a Tribune Juive, à qui l'on souhaite le meilleur destin possible. Tribune Juive maintenant est en Israël. C'est bien parti, puisque ce lancement se passe sous la houlette de la brillante Sarah Katan. Et cette semaine, en effet, Tribune Juive, qui cette année... En fait, c'est-à-dire que, je m'excuse, mais l'équipe de Tribune Juive, maintenant, est en Israël. Pas toute l'équipe, mais ils ont Donc, maintenant le journal sort où? En France ou en Israël? Il sort à moitié en France, à moitié en Israël. Super, d'accord. Donc, cette semaine, par exemple, il faut savoir que Tribune Juive a doublé son lectorat. Oui. Et donc, effectivement, oui, c'est moitié-moitié. En exclusivité pour Radio J, Lise, mais c'est confidentiel. Le prochain Oui, numéro... personne ne saura si on le dit ici. Voilà, c'est ça. Donc, vraiment, je le dis doucement. Le sommaire du prochain numéro de Tribune Juive, il y a une recension par Sarah Katan d'un exil français de Georges Bensoussan, Oui. des articles signés Ypsilantis, Lursa, Richard Prasquier. Et déjà, décembre,
En ligne de mire avec Marek Alter, Chalgoumi et d'autres prestigieuses signatures. Un numéro qu'on aura envie, bien sûr, de découvrir et dont on reparlera. Merci beaucoup, David Reynard. Merci. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle revue des revues.